Salut tout le monde. Ce soir, nous partons ensemble dans une époque où les gens croyaient qu'on pouvait déterminer la pureté d'une jeune fille en observant ses draps de lit. Oui, c'est précisément ce niveau de logique auquel nous avons affaire. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et d'ailleurs, pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire où vous êtes dans le monde et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous vous réveillez dans un petit lit en bois grinçant. La couverture est rêche, le matelas est rempli de paille et surtout, ce matin, quelqu'un a déjà ouvert les volets. Trop tard pour faire semblant de dormir. Dans le coin de la pièce, la mère supérieure s'approche d'un pas silencieux. Elle ne vous regarde pas. Non, elle regarde les draps. Ce matin, comme tous les matins depuis que vous êtes en âge de vous marier, une personne plus âgée que vous, parfois votre mère, parfois une tante acariâtre, parfois une servante zélée, soulève les draps et les inspecte avec la concentration d'un apothicaire cherchant des champignons hallucinogènes. La question n'est pas de savoir si vous avez bien dormi, non. Ce qui compte, c'est s'il y a des taches, de sang, ou pas de sang, ou un pli étrange, ou un peu trop de chaleur corporelle, peut-être, car dans certaines parties de l'Europe médiévale, l'examen des draps était un moment rituel. Il ne s'agissait pas seulement de repérer les signes d'un prétendu dévouement corporel nocturne. Non, on allait plus loin. Certaines croyances populaires estimaient que le simple fait de rêver de manière exubérante pouvait laisser des traces. On entre ici dans le royaume de l'imaginaire collectif. L'idée que le corps féminin était un parchemin vierge sur lequel chaque geste, chaque pensée même, pouvait s'inscrire comme une tache d'encre. À l'époque, on pensait souvent que les femmes étaient des créatures perméables, influencées par la lune, l'eau stagnante et les anges. Bref, de véritables buvards métaphysiques. Et puis, il y avait ce moment charmant où l'on étendait les draps tachés au dehors pour que tout le village puisse constater, lors de la nuit de noces, que la mariée était bonne marchandise. Une tradition pratiquée dans certaines régions rurales jusque très tard dans l'histoire et encore discutée dans des chroniques du 19e siècle. Si l'on ne trouvait pas de taches rouges, les rumeurs couraient. Et vous savez ce qu'on dit au Moyen Âge. Une rumeur, c'est plus contagieux que la peste. Sans le bubon, heureusement. Bien sûr, cela pose un problème médical évident. Certaines femmes naissent sans hymen perceptible. D'autres ont des parois plus élastiques que la moyenne. Et certaines peuvent, tout simplement, ne pas saigner. Mais à cette époque, la biologie féminine n'était qu'un concept flou, souvent résumé à un homme inversé, mais incomplet. Oui, joyeux, n'est-ce pas? Petite anecdote. Dans une chronique allemande du XIVe siècle, un seigneur aurait accusé sa jeune épouse de n'avoir pas rougi les draps et aurait exigé un remboursement de la dot. La belle famille, furieuse, aurait répliqué en lui offrant une chèvre et une paire de bottes, en disant que cela correspondait mieux à son niveau de compréhension conjugale. Ce récit est sans doute exagéré, mais on aimerait y croire. Le contrôle des draps, aussi absurde qu'il soit, illustre une chose très concrète. La virginité était considérée comme une preuve, un objet de transaction. Et comme toute preuve médiévale, elle était soumise à interprétation, souvent masculine. Un peu comme si vous passiez un contrôle technique chez un garagiste qui déteste les voitures rouges. Dans certaines communautés religieuses, le linge personnel était même contrôlé régulièrement. Non pas à la recherche d'un éventuel amant, mais pour détecter des signes d'autodévotion charnelle. Oui, même seul dans votre lit, vous n'étiez jamais totalement seul. La culpabilité chrétienne dormait à vos côtés, telle une couverture lourde et légèrement moite. Et même si rien n'était trouvé, rien ne garantissait la paix. Une fille trop silencieuse, suspect. Une fille trop joyeuse au matin, encore plus suspect. Il fallait atteindre ce juste équilibre de pâleur, de modestie et de tension morale pour passer inaperçu.
Vous repensez alors à ces légers frissons qui vous ont traversé la nuit dernière, ce rêve où vous dansiez dans une prairie fleurie. Était-ce trop suggestif? Une goutte de sueur perle sur votre tempe. Ce n'est pas bon signe. Et si les draps ont conservé cette trace, alors... Mais non, rien. Le linge est replié, lentement comme un acte liturgique. La mère supérieure vous adresse un regard bref, puis s'éloigne sans un mot. C'est une bonne journée. Jusqu'à demain matin, du moins. Vous êtes à genoux au bord d'un bassin en pierre, les orteils recroquevillés sur la dalle froide. L'eau devant vous est noire comme une soupe d'hiver mal éclairée, et vous pouvez déjà sentir l'humidité mordre votre peau. 2 femmes vous tiennent chacune par un bras. Elles ne sont pas méchantes, juste disciplinées. On ne vous a pas dit grand-chose, juste qu'on allait vérifier votre pureté, et que, pour cela, il fallait que vous vous laissiez faire. Classique. Ce qu'on appelle ici le test du bain froid n'est pas un bain de détente, ni un rite de purification mystique. Non, c'est beaucoup plus terre à terre. Vous êtes assise dans l'eau glacée pour observer votre réaction physique. Tremblez-vous? Résistez-vous? Ou êtes-vous insensible? Chaque option a ses conséquences et aucune ne vous sauve complètement. Le test varie selon les régions, mais l'idée générale reste la même. Une vierge véritable serait insensible au froid. Pourquoi? Parce que sa chair est encore pure, pas corrompue par les péchés de la chair. Oui, encore une fois, l'anatomie féminine devient une parabole morale. Un frisson, c'est une accusation. Parfois, on vous laisse simplement dans l'eau, immobile, pendant 1 heure. D'autres fois, on vous demande de réciter des prières pour activer votre foi et observer si le corps suit. Dans certaines versions folkloriques, si vous devenez bleu mais ne perdez pas conscience, c'est bon signe. Sauf si vous semblez trop résistante, auquel cas, soupçon immédiat de sorcellerie. C'est le double piège préféré du Moyen Âge. Et puis, il y a l'aspect symbolique. L'eau froide est vue comme une force de vérité. Si vous mentez, elle vous pénètre, vous secoue, vous trahit. Si vous êtes honnête, elle vous respecte. En théorie. En pratique, elle vous donne envie d'éternuer tout en vous paralysant la mâchoire. Une anecdote particulièrement absurde raconte le cas d'une jeune noble italienne soumise à cette épreuve en plein hiver. Après 10 minutes dans l'eau, elle s'est mise à chanter. Les observateurs, convaincus qu'elle était possédée, ont tenté de l'exorciser à coups de rameaux bénis. Elle expliquera plus tard qu'elle chantait simplement pour oublier le froid, et probablement aussi la honte. Ce moment précis, cette fragilité, cette absurdité, résume assez bien ce qu'on vous inflige. Le test du bain n'est pas là pour savoir si vous êtes purement vous. Il est là pour voir si vous correspondez à une attente. Une attente construite sur des couches de peur, de religion et de mauvaise science. Et puis, soyons honnêtes, la logistique est terrible. Il faut préparer l'eau, convaincre les femmes du village de venir assister. Oui, on aime les témoins, ça crédibilise, puis convaincre le prêtre local de marmonner 3 bénédictions sans trop éternuer. Tout ça pour que quelqu'un décide si vous avez tremblé comme il faut. Mais la palme revient peut-être à ce petit village allemand où l'on utilisait un bassin spécialement conçu, avec des gradins en pierre tout autour, comme une sorte de mini-amphithéâtre. Oui, on jugeait la pureté d'une fille devant un public enroulé dans des couvertures, sirotant une soupe tiède pendant qu'elle grelottait dans l'eau. C'est qu'il faut bien s'occuper les longues soirées d'hiver. Vous êtes toujours là, dans l'eau. Vos genoux heurtent la pierre sous la surface. Vos dents claquent. Une des femmes vous dit de rester droite, de respirer lentement. Mais vous avez du mal. Pas parce que vous êtes coupable, parce que vous êtes humaine. Et pendant ce temps, au bord du bassin, les observateurs débattent. Elle ne tremble pas assez. Si, regarde ses épaules. Mais elle est très pâle, c'est suspect. Bref, l'ambiance parfaite pour ruiner l'estime de soi d'une adolescente. Ce qui est fascinant,
et franchement déprimant, c'est que l'épreuve ne mesure rien d'objectif. Tout repose sur des jugements esthétiques, moraux, sociaux. Une fille bien née, mais jugée trop vive. Suspecte. Une paysanne timide, mais trop résistante. Encore pire. Il faut sembler pur, pas seulement l'être. Et pourtant, dans ce monde, c'est tout ce que vous avez à offrir. Votre pureté. Enfin, selon eux. Vous auriez préféré qu'on vous demande si vous savez cultiver la menthe ou réparer une serrure? Mais ce n'est pas l'époque pour ça. Vous sortez de l'eau, transi, les bras engourdis. Quelqu'un vous tend une couverture rêche, encore tiède de l'épreuve précédente. On ne vous dit rien. Pas un mot sur la suite. Il faudra attendre le verdict et, en attendant, sécher vos cheveux près du feu en espérant que votre prochain rhume ne soit pas interprété comme un signe de luxure. Vous êtes assise sur un tabouret inconfortable face à un homme plus âgé qui porte un chapeau trop orné pour qu'on le prenne au sérieux. Il tient entre ses mains une chose étrange, métallique avec des sangles, des charnières et un cadenas qui cliquette. Il sourit comme s'il vous présentait un bijou. Bienvenue dans l'univers délicieusement absurde de la ceinture de chasteté. L'objet est mythique, au sens littéral comme au sens figuré. On vous la montre comme une relique de précaution, une armure privée. En théorie, c'est un dispositif censé protéger la vertu des jeunes filles pendant l'absence des maris, ou dissuader toute tentative de corruption charnelle. En pratique, un croisement entre un piège à ours et un malentendu historique. Certaines sources parlent de versions rudimentaires portées par des pèlerines pour se protéger des agressions. D'autres évoquent de simples métaphores devenues trop littérales avec le temps. Comme toujours, l'archéologie médiévale est un buffet de spéculations savoureuses. Mais dans l'imaginaire collectif, et parfois même dans certains traités médicaux, la ceinture de chasteté devient un accessoire presque incontournable. Fabriquée en fer, en cuivre, parfois même en tissu épais doublé de fils métalliques, elle est équipée de serrures que seul le futur marié ou un prêtre zélé est censé détenir. Pour la jeune fille, cela signifie que son corps est littéralement confisqué, et ce n'est pas qu'un simple cadenas. Non, non. Certains modèles intègrent des pointes orientées de manière à punir toute tentative de mouvement suspect. D'autres comportent des petits trous pour permettre une hygiène minimale, ce qui, disons-le, ne devait pas vraiment fonctionner comme prévu. Un artisan florentin du XVe siècle aurait d'ailleurs proposé une version avec une clochette. Oui, pour prévenir toute tentative d'ouverture non autorisée. On imagine mal plus humiliant. Ding, ding, ding. Cette vierge a bougé. Mais le plus fascinant et le plus triste, c'est la manière dont on vous présente cette invention, comme un honneur. On vous explique qu'on vous la confie parce qu'on a confiance en vous, que c'est un privilège, une garantie, une sorte d'assurance-vie pour votre réputation. On oublie simplement de mentionner que vous n'avez aucun mot à dire à ce sujet. Une anecdote anglaise mentionne une jeune noble qui aurait été enfermée dans une telle ceinture dès l'âge de 12 ans. Son père, obsédé par la vertu familiale, avait fait forger une pièce personnalisée par un armurier local. Elle aurait grandi avec, modifiée chaque année comme un plâtre dentaire. La jeune femme aurait finalement réussi à la briser, avec l'aide d'un forgeron amoureux, et serait partie en cavale. Histoire romancée, sûrement, mais on a envie d'y croire, n'est-ce pas? Vous vous demandez sûrement, mais comment faisait-on pour la porter au quotidien? Réponse courte, on ne sait pas trop. Les rares objets retrouvés sont trop rigides, trop peu pratiques, trop dignes d'un musée. Probablement plus d'objets symboliques ou de propagande morale que d'accessoires réels du quotidien. Mais ça n'empêche pas qu'on vous fasse asseoir, là, maintenant, et qu'on vous montre le mécanisme comme s'il s'agissait d'un manuel scolaire. Et puis, il y a cette dimension de surveillance. Même si vous ne portez pas la ceinture, on peut vous menacer de vous la faire porter. L'objet devient une rumeur suspendue.
Il suffit qu'on évoque sa présence dans la chambre, au fond d'un coffre, pour que vous ressentiez une gêne bien réelle. Vous vous souvenez peut-être du test du bain froid, l'eau glacée, le silence tendu. Eh bien, la ceinture, c'est l'inverse, une chaleur permanente, métallique, étouffante. Elle ne juge pas en silence, elle vous hurle sa présence chaque fois que vous marchez. Elle n'existe pas forcément en tant qu'objet tangible, mais elle habite les esprits. Elle occupe l'espace mental. Elle est là, même quand elle n'est pas là. Et comme tout bon objet médiéval, elle a inspiré son lot de superstitions. Certains croyaient que les femmes portant la ceinture étaient protégées contre les mauvais esprits. D'autres disaient que si la serrure était forcée, un malheur tomberait sur l'agresseur, une pustule à l'œil, un pied qui pourrit, une mauvaise récolte. Bref, la peur comme outil de marketing. À ce moment précis, vous vous tenez là, observant ce mélange d'orfèvrerie punitive et de fantasmes masculins, et vous ne savez pas si vous devez rire, pleurer ou chercher la lime à métaux la plus proche. Mais vous souriez, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et puis, tout au fond de vous, vous commencez à avoir une pensée curieuse. Et si vous cachiez la clé vous-même, juste pour voir leur tête, vous êtes peut-être plus rusé qu'ils ne le pensent. Vous êtes debout, les mains jointes sur votre ventre, dans une pièce à peine éclairée par quelques chandelles qui diffusent plus de suie que de lumière. Autour de vous, 4 personnes vous observent. L'air est tendu, chargé d'encens bon marché et d'attentes absurdes. Vous entendez une voix. Tenez-la bien droite, elle ne doit pas flancher. Et on vous tend une bougie. Pas une petite bougie mignonne pour gâteau d'anniversaire, non. Une grande, longue, goûtant déjà sur la pierre, comme si elle savait ce qui l'attendait. Et vous devez la tenir. Le test de la bougie est à la fois simple et terrifiant. Si vous êtes vierge, vous pourrez tenir cette chandelle sans trembler, sans vous brûler, sans pleurer. Si vous échouez, eh bien, disons que votre pureté morale sera remise en question, parce que tout le monde sait qu'un léger sursaut face à une goutte de cire fondue est un signe clair de péché, n'est-ce pas? Le feu, dans l'imaginaire médiéval, est purificateur. C'est l'élément qui révèle, qui épure, qui éclaire la vérité, parfois littéralement jusqu'à la brûlure au second degré. Vous êtes donc là, les bras tendus, la cire chaude, coulant lentement sur vos doigts, et vous vous demandez si l'enfer ne commence pas exactement comme ça. Ce rite étrange, mentionné dans des textes juridiques de certaines communautés germaniques et italiennes entre le XIIe et le XIVe siècle, mêle superstition religieuse et punition symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'endurer une douleur physique, c'est un théâtre. Un moment où l'on vous observe, où chaque tressaillement est interprété, suranalysé, disséqué. Certains le rattachent à des pratiques de preuve par l'épreuve, ces fameuses ordalies où l'on faisait marcher les gens sur des braises ou porter des fers brûlants pour prouver leur innocence. Autrement dit, si Dieu vous aime, il empêchera vos nerfs de vous trahir. Bonne chance avec ça. Et comme toujours, l'épreuve ne se limite pas à la bougie elle-même. Il y a toute une mise en scène. On vous entoure de chants, de prières, parfois même de jeunes garçons qui agitent de l'encens, histoire de renforcer l'idée que ce moment est sacré. Spoiler, ça ne rend pas la cire moins brûlante. Une anecdote racontée dans un manuscrit bourguignon du XIIIe siècle mentionne une jeune fille, Éléonore, accusée d'avoir perdu son honneur avec un apprenti potier. Pour prouver son innocence, elle accepte de tenir une bougie pendant un chant grégorien entier. Elle s'évanouit à la moitié du Kyrie. Résultat, double accusation, luxure et faiblesse d'âme. Le potier, lui, a juste été prié de changer de village. Classique. Vous tenez bon. Le bras commence à picoter, l'épaule tremble légèrement, mais vous serrez les dents. Une voix vous rappelle de ne pas fermer les yeux. Car oui, apparemment, regarder la flamme droit dans les yeux est une autre preuve de vertu. Tout est preuve, ici.
Tout est suspect. Et puis, il y a cette bizarrerie supplémentaire. Certaines versions du test incluent une prière à réciter pendant la tenue de la bougie. Si vous vous trompez dans les mots, on dit que c'est un signe que vous êtes troublé, donc coupable. Même si, honnêtement, vous auriez de quoi être troublé en tenant un objet en feu devant un comité de regard jugeant. Dans certaines régions de Pologne, une variante plus domestique du test consistait à allumer une bougie et la faire passer autour de la jeune fille 3 fois, sans que la flamme vacille. Si la flamme restait droite, pureté confirmée. Si elle tremblait, même légèrement, suspicion. Dans ce cas, autant dire que le moindre courant d'air pouvait ruiner votre réputation. Vous vous souvenez de la ceinture de chasteté? Ce poids mental constant? Eh bien, la bougie, c'est l'instantané. Un pic de douleur, un test direct. Et comme tout bon test médiéval, il ne vous laisse aucun recours. Pas de rattrapage, pas de « je peux réessayer demain ?» Une chance, une flamme, une chute. Mais ce que les observateurs oublient toujours, c'est que vous savez respirer. Vous avez appris à ralentir votre cœur, à écouter le bruit de la cire qui fond, à anticiper le moment où elle touchera votre peau, à l'accepter. Vous devenez statue, une figure de cire vous-même, une petite vengeance silencieuse. Et même si, au fond, vous savez que cela ne prouvera rien, que votre sort dépendra toujours de ce que les autres veulent croire, vous gardez la tête haute. Parce qu'ils ne vous auront pas vu faiblir, alors que la dernière goutte tombe et que la mèche s'éteint dans un petit crépitement, un silence s'installe dans la pièce. Quelqu'un tousse. Une autre personne murmure « Elle n'a pas bronché ». Et vous, intérieurement, vous souriez. Mais à l'extérieur, bien sûr, vous ne laissez rien paraître. Vous êtes une pierre, une flamme, une énigme. Vous êtes assise sur un tabouret en bois, les genoux serrés, dans une pièce qui sent à la fois l'encens et le chou bouilli. Devant vous, un homme d'église fronce les sourcils tout en feuilletant un petit manuscrit, les lèvres pincées, comme s'il tentait de résoudre une énigme en latin. À côté de lui, une matrone tient un petit bol en terre cuite. Le silence est pesant. Bienvenue dans le merveilleux monde des oracles menstruels, où vos règles ne sont pas qu'un désagrément cyclique, mais un terrain d'enquête théologique. Dans certaines sociétés médiévales, particulièrement en Europe centrale et en Méditerranée orientale, l'absence, l'excès ou même la couleur de vos menstruations pouvaient être considérés comme un indicateur moral. Oui, tout à fait. Votre utérus est désormais un témoin de moralité. Rien que ça. Selon des croyances répandues dans plusieurs communautés religieuses, une femme pure avait un cycle régulier, discret, sans odeur et sans douleur. Autant dire que très peu d'entre vous auraient survécu à ce test avec mention. Mais des textes médicaux du XIIIe siècle, comme ceux de Trotula de Salerne ou d'auteurs arabes traduits en latin, décrivent des équilibres huméraux censés refléter la pureté corporelle. Et évidemment, devinez qui était censé être en déséquilibre chronique. Vous. Le rituel du jour est simple. On vous interroge sur la régularité de vos cycles. Si vous répondez « je ne sais pas », on suppose un désordre. Si vous dites « rien depuis longtemps », suspicion de péché ou grossesse secrète. Et si vous êtes trop précise? Eh bien, vous passez pour quelqu'un qui y pense un peu trop. Vous voyez le piège. Certains textes affirment même qu'une vierge véritable n'a pas ses règles avant le mariage, comme si le corps attendait sagement le contrat social avant de se lancer dans la biologie. Une croyance aussi pratique qu'inexacte, mais qu'on utilisait pour forcer les jeunes filles à se marier au bon moment, sous peine de devenir suspectes. On vous sert alors une tisane, une décoction d'herbes censée provoquer une réaction naturelle. Vous devez la boire, puis rester allongé. Et on attend. Parfois 1 jour, parfois 3. Le but? Observez si vos règles se déclenchent. Si elles arrivent, vous êtes en ordre? Si rien ne se passe,
Cela alimente les soupçons. Péché caché, stérilité ou peut-être magie noire. Une anecdote rapporte que dans un couvent espagnol, une novice fut accusée de tromperie parce qu'elle utilisait des éponges pour simuler une menstruation régulière. Elle aurait été démasquée lors d'un interrogatoire croisé entre la mère supérieure et une herboriste, laquelle d'ailleurs fut ensuite soupçonnée d'avoir enseigné la ruse. Double peine. Et là, vous vous demandez sûrement, comment diable en est-on venu à lire dans les règles comme dans les astres? La réponse tient dans la médecine humorale. On pensait que les femmes devaient régulièrement évacuer le sang noir pour rester équilibrées. Trop peu de saignements, dépression, hystérie. Trop de saignements, péché non résolu ou excès charnel. Littéralement, tout était votre faute. On vous examine ensuite à l'aide d'un petit linge blanc qu'on vous demande d'utiliser pendant la nuit. Le matin venu, on regarde. Pas seulement la présence de sang, mais sa couleur, son odeur, sa texture. Le rapport final est remis à un homme qui, très souvent, n'a jamais vu un utérus de sa vie. Confortant. Et si vous avez eu la mauvaise idée de consommer certains aliments réputés échauffants, comme la cannelle, les figues ou le vin rouge? Cela pouvait influencer le jugement. Car oui, on pensait que la diététique affectait la morale. Une pomme trop mûre, et hop, vous deveniez femme de petite vertu. Vous vous souvenez du test de la bougie? La souffrance silencieuse, publique, visible? Ici, c'est l'inverse, une épreuve intime, lente, invisible, mais tout aussi envahissante. On pénètre votre intimité sous prétexte de diagnostic, avec un vernis de science qui sent davantage la superstition que le savoir. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que les femmes qui pratiquaient ces examens étaient souvent convaincues elles-mêmes. Elles avaient grandi dans cette logique, formées à considérer le corps féminin comme un terrain miné par défaut. On vous ausculte comme un animal de foire, mais avec de bonnes intentions. Enfin, en théorie. Un jour, vous vous surprenez à vous demander si vous ne devriez pas apprendre par cœur les cycles lunaires, juste pour aligner vos réponses à ce que les prêtresses de salles d'herboristerie veulent entendre. Anticiper la suspicion, mentir pour rester libre. Vous comprenez alors que ce n'est pas la pureté qu'ils veulent, c'est votre conformité. Et cette prise de conscience, aussi discrète soit-elle, est peut-être votre première victoire. Vous êtes sur une estrade improvisée, en plein centre du village, à côté d'un puits qui sent la vase et la honte collective. Devant vous, une foule silencieuse vous regarde. Certains mâchent lentement du pain sec, d'autres ont croisé les bras dans l'attente d'un moment croustillant. Vous transpirez, pas seulement à cause du soleil, mais parce que vous vous apprêtez à raconter votre vie sentimentale. À tout le monde. Bienvenue à l'épreuve de la confession publique. Ce n'est pas une confession au sens religieux, dans le calme d'un confessionnal en bois sculpté, avec un prêtre endormi derrière une grille. Non. Ici, il s'agit d'un déballage social en place publique, souvent imposé lorsqu'une jeune fille est soupçonnée d'avoir commis une faute, ou simplement de ne pas être aussi pure qu'elle devrait l'être. La punition, parler, raconter, en détail. La procédure commence généralement par une convocation. Quelqu'un, un doyen, un prêtre, une matrone très motivée, décide que votre comportement est suspect. Trop joyeuse, trop silencieuse, trop proche du fils du meunier? Peu importe. Vous êtes appelé à vous expliquer devant Dieu et les hommes. Une belle expression pour dire « Raconte-nous tout et fais-le bien humiliant, s'il te plaît. » Vous montez donc sur cette estrade, ou dans un coin désigné de l'église, parfois même au centre du marché. On vous demande de raconter vos fréquentations, vos pensées impures, vos gestes douteux, vos rêves si vous vous en souvenez. Oui, vos rêves. Car parfois, le péché commence dans le sommeil, apparemment. Et si vous n'avez rien à dire? Eh bien, c'est encore pire. Une fille qui n'a aucune expérience à partager
peut être accusé de dissimulation. On vous reproche alors votre silence. Un cercle vicieux d'une élégance rare. Une anecdote flamande du XIVe siècle relate le cas d'une jeune tisserande qui fut forcée de confesser qu'elle avait éprouvé un frisson agréable en regardant un cavalier passer. Ce frisson devint une affaire publique. 2 semaines de pénitence, sans parler à personne, puis de nouveau une confession, pour vérifier qu'elle n'avait pas récidivé dans ses pensées. Oui, on vérifiait les pensées, littéralement. Et ce n'est pas tout. Après la confession, on vous donne parfois une liste de comportements à corriger. Ne pas rire trop fort, ne pas courir, ne pas fixer les garçons, ne pas vous asseoir jambes croisées, bref, exister de manière floue, neutre, fade. Soyez une ombre, c'est plus facile à surveiller. Ce théâtre public sert aussi d'exemple, vous devenez un avertissement ambulant. Regardez ce qui arrive à celles qui ne suivent pas les règles. Le public, lui, savoure ce moment. Même ceux qui vous soutiennent le regardent avec un mélange de pitié, de gêne et de soulagement de ne pas être à votre place. Vous vous souvenez de l'oracle menstruel? Cette intrusion silencieuse et intime dans votre corps. Ici, on inverse le schéma. C'est votre intimité mentale, vos souvenirs, vos émotions, que l'on vous arrache pour les exposer comme des tomates un peu trop mûres sur un étal. Et attention, toute réponse peut être retournée contre vous. Dites que vous avez aimé un garçon, et on vous accusera de faiblesse. Dites que vous ne l'avez pas aimé, et vous voilà soupçonné de cruauté. Dites que vous ne vous souvenez plus, et ce sera vu comme une stratégie d'évitement. Certaines filles, plus stratèges, apprennent à inventer des fautes mineures pour apaiser le public. Des confessions choisies, inoffensives, parfois presque mignonnes. J'ai regardé le forgeron plus longtemps que nécessaire. Cela peut suffire à calmer les esprits. Pour un temps. Vous êtes là, les paumes moites, le cœur serré. Vous parlez d'un garçon avec qui vous avez cueilli des mûres une fois. Vous dites que vous avez ri. Vous ne mentionnez pas que vous avez pensé à lui pendant des semaines. Il y a des choses qu'il ne mérite pas d'entendre. Et en parlant, vous réalisez autre chose. Ce n'est pas une confession. C'est un test de docilité. Ils veulent voir si vous suivez les règles, si vous jouez le jeu, si vous acceptez votre position dans ce monde construit par d'autres. Et vous savez désormais jouer assez bien pour rester en dehors de leurs griffes. Le spectacle se termine. Quelqu'un tout saute. Une vieille femme marmonne que la jeunesse n'est plus ce qu'elle était. On vous fait signe de descendre. Vous rejoignez l'ombre, la tête basse, mais l'esprit étrangement lucide. Demain, ce sera peut-être une autre qui montera sur cette estrade. Et vous serez là, regard fixe, cœur battant, à espérer qu'elle ait appris à inventer une belle histoire. Vous marchez. Pas vite. Pas lentement. Idéalement, vous marchez avec l'allure d'un nuage un peu timide, un soupçon d'humilité dans le pas, sans précipitation, sans fierté. Car aujourd'hui, c'est votre démarche qui vous trahit ou vous sauve. Bienvenue dans l'épreuve subtile, quasi chorégraphique, de l'observation du pas. Ici, dans ce petit village, on pense que le corps ne ment jamais. Une vierge, disent-ils, se reconnaît à sa façon de se déplacer, légère mais modeste, fluide mais réservée. Une démarche trop assurée, et voilà que la suspicion s'installe. Un pas trop élastique, c'est l'indice d'une âme trop éveillée. À l'inverse, si vous trébuchez, si vous marchez comme si le monde pesait trop, on se demande ce que vous portez en secret. Des mères, des tantes, parfois même des prêtres, vous observent au marché, en sortant du puits ou simplement en traversant la nef de l'église. Tout est commentaire. Elle lève trop les genoux. Elle glisse, comme une danseuse. Elle évite le regard des hommes, mais pas celui des femmes. Tout est piste, tout est code. Il n'était pas rare, dans certaines maisons nobles, que les jeunes filles soient entraînées à marcher comme il faut. On leur apprenait à poser le pied sans bruit, à garder les yeux baissés,
à éviter les mouvements de hanches jugés suggestifs. Bref, une petite leçon de géométrie morale en mouvement. Et attention, ce n'était pas qu'une question de style. Si votre démarche était jugée trop libre, cela pouvait suffire à annuler un engagement de mariage. Oui, un pas de travers, et c'est toute une alliance familiale qui s'effondre. On vous observait comme un cheval de foire, élégance, port de tête, réaction au gravier. Une anecdote venue d'Italie raconte qu'une demoiselle de bonne famille aurait vu ses fiançailles rompues parce que son futur beau-père l'aurait vue trottiner sur une colline. Il aurait déclaré qu'aucune fille modeste ne bondissait de la sorte. La demoiselle aurait répliqué qu'elle évitait simplement des fourmis géantes, ce qui, avouons-le, semble être une défense raisonnable. Vous vous souvenez de la confession publique? Ce moment où chaque mot pouvait être retourné contre vous? Ici, aucun mot ne vous sauve. Vos pieds parlent pour vous. Et ils ne savent pas mentir. Enfin, pas encore. Alors, vous apprenez. Vous pratiquez. Vous vous entraînez la nuit, dans la cour, en observant votre ombre sur les murs. Vous expérimentez des angles de hanche, des inclinaisons de tête. Vous devenez l'architecte de votre propre déplacement. Ce n'est plus une démarche, c'est une performance. Et comme souvent au Moyen Âge, la rumeur précède la réalité. Si quelqu'un dit que vous avez l'air légère, il suffit que 2 ou 3 le répètent pour que ce soit accepté comme un fait. Et voilà comment une démarche normale devient une preuve de quelque chose. On ne sait pas quoi, mais c'est sûrement pas bien. Dans certains couvents, on allait encore plus loin. Les novices devaient marcher en file, à vitesse constante, avec un livre sur la tête. Si le livre tombait, distraction. Si le livre restait, fierté. Dans les 2 cas, le message était clair. Tout peut être suspect selon qui regarde. Alors vous avancez. Ni trop vite, ni trop lentement. Un pied devant l'autre. Vous pensez à autre chose. Aux corneilles dans l'arbre, au pain dans le four, à cette chanson que votre cousine chantait en tressant vos cheveux. Vous pensez à tout, sauf à ce fichu test, car penser à votre démarche la rendra suspecte. Et c'est là que vous réalisez l'ironie. À force de vous surveiller, ils vous ont appris à devenir actrice. Chaque pas devient une ligne de dialogue muette. Chaque virage, un changement de ton. Vous êtes votre propre chorégraphe, et votre audience ne sait même pas qu'elle assiste à une pièce. Quelqu'un, au loin, murmure que vous marchez comme une fille bien née, ce qui, dans ce contexte, est la meilleure note que vous puissiez espérer. Vous ne ralentissez pas, vous ne souriez pas, mais intérieurement, vous faites une révérence. Vous ouvrez doucement le petit tiroir en bois de la commode, celui que votre tante appelle le sanctuaire. À l'intérieur, un assortiment improbable d'objets. Un galet rose pâle entouré d'un ruban effiloché, une petite médaille en cuivre ternie par les ans, un sachet de lavande séchée ou peut-être de fenouil, et un minuscule os d'oiseau. Tout cela, vous dit-on, est là pour vous protéger votre virginité. Bienvenue dans le monde éminemment poétique et complètement chaotique des amulettes de virginité. Ces talismans, souvent transmis de mère en fille ou offerts par des femmes âgées du village, sont supposés garantir votre pureté. Littéralement. Ils vous suivent dans vos poches, cousus dans vos ourlets, ou accrochés à votre lit. Pas parce qu'ils empêchent quelque chose, non, parce qu'ils témoignent. Si elle l'a toujours, c'est qu'elle n'a pas fauté. Logique, n'est-ce pas? L'amalgame entre magie populaire et contrôle social est ici à son apogée. Dans certaines régions de l'Europe médiévale, notamment en Europe de l'Est, dans les Balkans, et même jusque dans certaines campagnes françaises, ces objets étaient pris très au sérieux. Ils avaient des noms: pierre de chasteté, larme de lune, cœur d'innocence. Poétique, on vous l'avait dit. Et bien sûr, il y avait des recettes. Une amulette efficace, selon un manuscrit anglais du XIIIe siècle, devait être préparée lors d'une nuit sans lune par une femme qui n'a jamais prononcé de mensonge et qui porte des habits cousus de ses propres mains.
Autant dire que la liste des candidates était courte. Les objets eux-mêmes pouvaient être n'importe quoi. Une pierre plate ramassée près d'un ruisseau, vierge. Oui, même les ruisseaux ont une réputation à tenir. Un petit morceau de tissu ayant touché une relique sainte, ou même un œuf de poule pondu un vendredi. Il fallait ensuite les envelopper dans du lin et les bénir, parfois par un prêtre, parfois par une vieille femme qui prétendait parler au saint pendant son sommeil. Mais dans les témoignages de l'époque, elles sont prises au sérieux. Une jeune fille, accusée d'inconduite, pouvait se défendre en disant « Mais j'ai encore mon amulette », ce qui, dans certains cas, suffisait à apaiser les soupçons. Après tout, si le petit os de moineau est encore là, c'est que tout va bien. Et bien sûr, comme tout bon système médiéval, il y avait un marché noir des amulettes. Des colporteurs vous proposaient, à prix d'or, des objets prétendument bénis à Jérusalem, touchés par une vierge de Sicile ou ayant appartenu à une martyre du IXe siècle. Vous, naïve mais lucide, vous savez bien que c'est probablement juste un bouton de manteau, mais allez expliquer ça à votre tante. Vous vous souvenez de l'observation de la démarche? Ce test sans mots, où le moindre mouvement devient message. Ici, l'amulette est le mot lui-même. Une déclaration muette que vous portez sur vous, et c'est bien le problème. Elle devient une preuve, mais une preuve manipulable, falsifiable, interprétable. Certaines jeunes filles, soucieuses de se conformer, collectionnent même plusieurs amulettes. Une pour la maison, une pour les déplacements, une pour les grandes occasions. Le port d'amulettes devient un accessoire social, comme une ceinture, mais en plus folklorique, et tout aussi absurde. Une anecdote hongroise rapporte que dans un village du XIVe siècle, une jeune femme fut accusée d'avoir perdu sa pureté car elle avait égaré son amulette lors d'un bain en rivière. Le prêtre local déclara que, si la rivière l'a emportée, c'est que l'eau ne pouvait tolérer son mensonge. Poétique, injuste, classique. Et vous, dans tout cela, vous tenez la pierre rose dans la paume de votre main et vous la sentez tiède, lisse, presque rassurante. Elle ne juge pas, elle ne parle pas, elle ne pose pas de questions, elle vous écoute. Parfois, le soir, vous la serrez contre votre cœur, pas parce que vous y croyez, mais parce que vous savez que le monde autour de vous y croit. Et dans un monde où les objets parlent à votre place, autant leur souffler les bons mots. Vous remettez la pierre dans le sachet, vous nouez le ruban, vous glissez le tout dans votre corsage. Le tissu gratte un peu, mais ce n'est rien. Vous êtes prête à affronter un autre jour d'observation, de soupçons, de regards en coin, et si jamais quelqu'un vous accuse, vous sourirez doucement et vous direz « Je l'ai toujours », comme une formule magique. Vous êtes allongé sur un lit recouvert d'un drap rêche, les bras le long du corps, les jambes figées. Une silhouette féminine se penche au-dessus de vous, un linge blanc entre les mains, un regard neutre, presque lassé. Elle ne dit pas un mot. Vous savez déjà ce qui va suivre. Aujourd'hui, c'est au tour de la sage-femme de décider si vous êtes pur. Ce n'est pas une visite médicale, ce n'est pas un soin, ce n'est pas une conversation entre femmes, c'est une inspection, et pas du genre symbolique. Pendant des siècles, dans de nombreuses régions d'Europe, les sages-femmes avaient un double rôle, soigner et surveiller. Elles étaient à la fois accoucheuses et auxiliaires de la morale publique. Quand une jeune fille était soupçonnée d'avoir fauté, c'était souvent à elle qu'on demandait d'examiner les preuves, et par preuve, on entendait votre anatomie. Certains textes juridiques du Saint-Empire romain germanique et des registres ecclésiastiques espagnols mentionnent des interventions de ce type, parfois commandées par une famille noble, un tribunal local ou une abbesse particulièrement soucieuse du règlement. La logique est simple et terrifiante. Si la sage-femme constate que votre corps est intact, vous êtes déclaré vierge. Si ce n'est pas le cas, eh bien, votre destin peut basculer. Mariage annulé,
Entrée au couvent, bannissement, voire parfois des punitions plus subtiles comme la privation d'héritage ou l'interdiction de porter certains vêtements. Mais la question, évidemment, c'est « qu'est-ce qu'intact veut dire ?» Car l'hymen, cette fameuse membrane censée sceller votre honneur, est un organe capricieux, parfois présent, parfois absent dès la naissance, parfois imperceptible. Il peut se déchirer en tombant d'un cheval, en grimpant à un arbre ou en éternuant trop fort selon certaines légendes. Bon, celle-là est probablement fausse. Probablement. Et pourtant, dans la salle, la sage-femme s'avance avec la confiance d'une horloge bien remontée. Elle a déjà vu ça 1000 fois. Elle sait que son rapport sera lu comme vérité absolue. Elle n'a pas besoin d'appareil, ni de microscope, ni de consentement éclairé. Elle a ses doigts, son œil et l'habitude. Certaines sages-femmes prennent leur rôle très au sérieux, avec douceur et discrétion. D'autres, moins. Il y a celles qui se croient missionnées par Dieu, celles qui veulent se faire bien voir du prêtre local, et puis celles qui ont simplement pris l'habitude de ne plus poser de questions. Vous vous souvenez des amulettes de virginité? Ces petits objets que l'on serrait contre soi, comme une manière de garder le contrôle. Ici, vous n'avez plus rien. Vous êtes inspecté comme une porte verrouillée dont on cherche la faille. Et l'ironie, c'est que même si tout semble en ordre, on peut encore douter. Trop souple, suspect, trop tendu. Peut-être que vous vous retenez de mentir. Une anecdote anglaise du 15e siècle raconte qu'une jeune fiancée fut déclarée trop silencieuse pendant l'examen, ce qui inquiéta la sage-femme. Résultat, soupçon renforcé. Elle fut envoyée au couvent, où elle devint finalement abbesse. On dit qu'elle refusait catégoriquement de faire passer ce genre de test à ses novices. Comme quoi, la revanche existe. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette preuve médicale n'est pas là pour vous soigner. Elle est là pour confirmer un récit. Si votre fiancé doute, si votre père a entendu des rumeurs, si votre tante vous a vu sourire un peu trop longtemps à un pèlerin, on appelle la sage-femme pour rétablir l'ordre. Pas le vôtre, le leur. Mais il y a une chose que même la sage-femme ne peut pas voir. Ce que vous ressentez, votre colère, votre honte ou votre fierté têtue. Vous êtes là, exposé, mais vous vous accrochez à votre silence comme à un bouclier. Certains villages ont tenté de réglementer ces examens, d'en faire des procédures plus encadrées avec la présence d'un témoin, souvent une autre femme, ce qui ne rendait pas la chose moins humiliante, simplement plus officielle et, disons-le, plus théâtrale. Et parfois, ce qui vous sauve, c'est l'arbitraire même du système. Une sage-femme bien lunée, une formulation habile, un silence complice. Elle semble intacte, peut-elle dire en haussant les épaules. Personne ne demande plus. Tout le monde veut que ce soit terminé. Vous vous relevez, lentement. Le drap vous colle au dos. La sage-femme vous regarde sans mot dire, puis note quelque chose dans un carnet. Vous ne demandez pas ce qu'elle a écrit. Vous savez que ce ne sont pas vos mots. Mais vous savez aussi que demain, personne ne parlera de cette scène, parce qu'il préfère croire à la magie de l'examen plutôt qu'à ses failles, parce qu'il est plus facile de juger que de douter. Et vous savez désormais qu'il n'y a pas d'examen qui puisse vraiment dire qui vous êtes. Vous êtes assise sur un banc de pierre, dans une cour silencieuse, les bras croisés sur vos genoux. Devant vous, un homme se bat, pas pour vous, pour votre honneur. On appelle cela un duel judiciaire, ou plus poétiquement, un jugement de Dieu. Et ce matin, c'est votre réputation qui est lancée dans l'arène, attachée à un homme comme une botte de paille sur le dos d'un âne nerveux. Tout commence par une accusation, pas forcément fondée. Peut-être un soupçon, une rumeur, une servante un peu bavarde, ou un fiancé soudain scrupuleux. Vous niez. Vous êtes convaincante. Mais voilà, dans certains cas, cela ne suffit pas. Alors, selon certaines coutumes germaniques, anglo-saxonnes ou même catalanes, on vous accorde le droit à un duel judiciaire. Pas vous directement, bien sûr. Une femme ne se bat pas, ou du moins pas devant témoin.
c'est donc un homme qui combat en votre nom. Un frère, un père, un oncle, un cousin, parfois même un champion professionnel engagé pour l'occasion. Et face à lui, l'accusateur ou son propre représentant. L'idée est simple, Dieu interviendra pour que le juste l'emporte. Tout le monde y croit à moitié, mais c'est une mise en scène qui rassure. Vous êtes donc là, sur cette pierre, à regarder deux hommes se battre avec des armes émoussées ou des bâtons lourds dans une arène de fortune. Il y a de la poussière, du bruit, des cris, mais personne ne parle de vous. Vous êtes présente, mais invisible. Spectatrice d'un théâtre dont vous êtes le sujet, mais pas l'actrice. Et si votre défenseur gagne? Vous êtes lavée de tout soupçon, innocente, acquittée. Vous pourrez marcher à nouveau dans les rues sans qu'on vous suive du regard. On dira que Dieu a parlé. Et si votre défenseur perd? Vous êtes coupable, pas seulement d'avoir menti, mais d'avoir forcé Dieu à se manifester pour rien. Et là, ça se complique. Les sanctions varient. Dans certains cas, vous êtes excommunié. Dans d'autres, banni du village. Et parfois, on vous impose des pénitences publiques humiliantes, pieds nus dans la boue pendant une semaine, récitation de psaumes à voix haute tous les matins, interdiction de porter des couleurs vives pendant 1 an. Oui, apparemment le rouge corail est une menace pour l'ordre public. Certains affirment qu'ils étaient rares, réservés aux cas exceptionnels. D'autres pensent qu'ils faisaient un surtout office d'épouvantail. Le simple fait d'y être confronté suffisait à décourager la contestation. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée persistait. La vérité devait se battre. Littéralement. Une anecdote alsacienne du XIVe siècle raconte qu'une jeune fille accusée par son fiancé d'infidélité réussit à convaincre un palefrenier de la défendre. Ce dernier, blessé gravement mais victorieux, déclara en s'évanouissant « Elle ne m'a jamais menti, et ça vaut bien 2 côtes cassées. » On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais la jeune fille, dit-on, s'est mariée, avec un menuisier. Parce qu'après tout ça, elle n'aimait plus trop les chevaux. Et vous, vous observez, vous regardez votre frère se battre pour vous. Chaque coup porté résonne dans votre cage thoracique. Vous aimeriez hurler, courir, dire que tout cela est absurde, que ni Dieu ni personne ne devrait avoir à trancher une vérité aussi intime à coups de bâton. Mais vous restez là, silencieuse, stoïque. Dans certains cas très rares, une femme pouvait se battre elle-même. Les règles étaient alors adaptées. L'homme devait être dans un trou, armé d'un bâton. La femme, au-dessus, avec une fronde. Oui, c'est aussi ridicule que ça en a l'air. Mais dans ces situations-là, c'était souvent la femme qui sortait victorieuse. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'après tout ce qu'elles enduraient, elles n'avaient plus grand-chose à perdre. Le combat se termine. Votre défenseur est encore debout. L'adversaire au sol. La foule acclame. Le juge lève une main. Justice est faite. Et tout le monde applaudit la volonté divine comme si Dieu avait réellement pris le temps d'ajuster une prise de catch médiévale entre 2 paysans en tabard. Mais dans votre cœur, vous savez que rien n'est prouvé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous savez que la vérité n'a pas de muscles. Elle se tait, elle endure, elle avance à petits pas, comme vous. Alors vous vous levez. Vous descendez de la pierre. Vous avancez lentement, une main sur la poitrine, l'autre tenant votre robe pour ne pas marcher dessus. Vous ne souriez pas. Vous ne pleurez pas. Vous marchez. Dignement. Comme une femme dont la vertu a été confirmée, à coups de bâton.